En fait, c'est à moi. Merci Claire. Je vais effectivement introduire cette thématique avant de laisser la parole à Marion. Donc, je vous remercie de nous permettre de parler de cette thématique, donc des thérapies ciblées visant la voie de JAK-STAT. En fait, c'est une voie de signalisation importante qui se compose de plusieurs éléments, que ce soit des multiples cytokines de type 1 et de type 2, qui partagent pour certaines d'entre elles des récepteurs transmembranaires. Elle se compose également des tyrosine kinases JAK, qui sont au nombre de 4 chez l'homme, et des molécules STAT, qui sont au nombre de 7, et qui, une fois activées, vont être internalisées dans le noyau et permettre la transcription des gènes cibles. Alors pourquoi c'est une voie importante? Parce qu'en fait, on se rend compte qu'elle est responsable de fonctions essentielles en physiologie, que ce soit des fonctions de survie et de prolifération cellulaire et essentiellement lymphocytaire, des fonctions de lutte anti-infectieuse et notamment de lutte anti-infection virale et contre les mycobactéries. Elle est également impliquée dans les processus pro- et anti-inflammatoires et également dans le métabolisme cellulaire. Et finalement, l'importance de cette voie se traduit par l'identification de mutations, il y en a plus de 200 à l'heure actuelle, de mutations responsables de phénotypes particuliers. Alors en fait, ces mutations peuvent être somatiques, avec également des polymorphismes, et on les retrouve associées à des manifestations et des maladies inflammatoires systémiques, mais également articulaires, digestives et des connectivites, mais également des maladies hématologiques prolifératives, comme les syndromes myéloprolifératifs associés à la mutation de JAK2. Elles peuvent être germinales également et responsables de déficits immunitaires qui vont présenter des phénotypes différents selon que la mutation soit perte de fonction ou gain de fonction, et donc se partager des phénotypes associant à divers degrés infection, auto-immunité, inflammation et hémopathie maligne. Et comme je vous le montre, effectivement, la plupart des phénotypes associés à cette dysfonction de la voie de JAK-STAT le sont à cause d'une hyperactivation de ces voies de signalisation, d'où l'intérêt récent de développer des inhibiteurs plus ou moins sélectifs des composants de cette voie de JAK-STAT, dont va vous parler Marion par la suite. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc en effet, depuis une dizaine d'années sont en cours de développement des inhibiteurs de la voie de JAK-STAT qui sont représentés sur ce tableau de manière non exhaustive. Contrairement aux biothérapies, les inhibiteurs de JAK ont une ou plusieurs cibles et ne bloquent pas forcément complètement leur cible avec des sélectivités variables et doses dépendantes. Durant tous les IDE, ont été abordées les différentes indications dans chaque spécialité des inhibiteurs de JAK, qu'on a essayé de récapituler sur ce tableau, avec en rouge les molécules qui ont à l'heure actuelle des autorisations de mise sur le marché, notamment en rhumatologie avec la polyarthrite rhumatoïde, mais également dans d'autres domaines, en dermatologie, avec la dermatite atopique, en hématologie essentiellement pour le ruxolitinib, en gastroentérologie. Et en vert figurent les molécules, les indications pour lesquelles les molécules sont en cours d'essai. Donc des indications multiples et variées, inflammatoires comme l'arthrite juvénile idiopathique, maladies auto-immunes comme le lupus, le Gougerot, le syndrome d'activation macrophagique, mais également des hémopathies malignes et des tumeurs solides. Pour illustrer un peu ces indications croissantes, en haut à gauche figure une étude rétrospective sortie d'un poster de l'ESID qui reprenait 35 patients qui ont reçu des inhibiteurs de la voie JAK-STAT, enfin des inhibiteurs de JAK, pour un certain nombre d'indications multiples et variées que vous pouvez voir, que j'ai pas citées précédemment, la maladie de B7 et autres. Et globalement, une réponse plutôt intéressante pour ces thérapeutiques-là. À droite, un autre poster qui a été abordé durant les IDE concernant le syndrome de Bloch, qui est une pathologie inflammatoire granulomatoseuse qui fait des atteintes cutanées, articulaires et ophtalmologiques. Donc, le cas d'une patiente de 25 ans traitée pour une uvéite réfractaire aux corticoïdes qui, grâce au tofacitinib puis au baricitinib, on a pu obtenir une efficacité clinique et une épargne cortisonique. Et enfin, en bas, un autre sujet abordé lors d'un poster, 5 enfants traités par ruxolitinib pour une maladie du greffon contre l'hôte à la suite d'une greffe de cellules souches.
avec l'obtention de 4 réponses complètes sur 5. Donc ça, c'était l'utilisation des inhibiteurs de JAK dans les pathologies inflammatoires et auto-immunes. Qu'en est-il dans les déficits immunitaires primitifs? Donc, on reprend ici ce qui a été présenté lors d'une présentation orale de Karsten Speckmann au sein du groupe IEWP. Donc, c'est une étude rétrospective, mais qui se poursuit également jusqu'en été 2022 et qui fera l'objet d'une conférence de consensus. Donc, la partie rétrospective reprenait 33 patients atteints donc d'une mutation gain de fonction STAT1, une mutation qui implique donc des infections récurrentes, des manifestations auto-immunes, des candidoses cutanés aux muqueuses, des manifestations de lymphoprolifération, ainsi que quelques cas de gain de fonction STAT3 qui étaient essentiellement traités par du ruxolitinib. En bas à gauche, vous avez les indications pour lesquelles ils étaient traités. Et donc, dans les résultats, des réponses plutôt intéressantes, puisque dans les 3/4 du cas, on obtient au moins une réponse partielle. À noter que il y avait une moins bonne réponse pour les cytopénies auto-immunes. Toujours dans le même sujet, l'utilisation des inhibiteurs de JAK dans les déficits immunitaires primitifs. Une étude intéressante qui n'a pas encore été publiée, donc présentée par Pilar Blanco de l'Institut de biomédecine de Séville, qui partait d'une donnée commune entre les gains de fonction STAT1 dont on vient de parler et les pertes de fonction STAT3 ou syndrome hyper-IgE. Le point commun entre ces deux mutations, qui est un point connu, est l'activation de la voie STAT1. Or, comme dans les gains de fonction STAT1, le ruxolitinib est utilisé, alors que dans les STAT3, il n'y a pas encore de thérapeutique spécifique développée, ils sont partis de cette hypothèse que ça pouvait avoir un impact et être utilisé chez ces patients perte de fonction STAT3. Ainsi, ils ont regardé ex vivo l'effet du ruxolitinib chez ces patients perte de fonction STAT3. Et donc, en effet, on peut observer que le ruxolitinib chez ces patients diminue l'activité STAT1 et ainsi que tout ce qui est en aval. Toujours dans les déficits immunitaires primitifs, il y avait une session plénière qui était consacrée au syndrome d'Aicardi Gouttière, qui était une interféronopathie de type 1, pour lequel une dizaine de gènes ont été identifiés et qui est responsable globalement d'un défaut d'élimination de débris nucléaires, qui est responsable d'une sécrétion importante d'interféron alpha dans le LCR, et donc des manifestations neurologiques que je cite ici, ainsi que des lésions cutanées, de vasculopathie et autres atteintes. Elle reprenait Marie-Louise Frémont dans cette session plénière un essai prospectif de Van Dever et ses collaborateurs sur l'utilisation chez 35 patients atteints de syndrome d'Aicardi Gouttière de baricitinib, avec une amélioration cutanée et une tendance à l'amélioration neurologique. Il y avait également un poster qui reprenait un cas chez l'adulte, qui reste rare puisque c'est une maladie avec un mauvais pronostic, qui retrouvait une efficacité clinique également du baricitinib. Et était abordé dans cette session plénière le case report d'une jeune patiente de 4 mois qui a été traitée avant même l'apparition des symptômes, à l'âge de 4 mois, par du ruxolitinib et qui peut-être a permis de décaler l'apparition des symptômes. Une autre interféronopathie était abordée dans le cadre d'un poster, SPENSD, qui est un déficit immunitaire associé à des dysplasies osseuses, qui se présentent par des troubles neurologiques, des manifestations auto-immunes. Un patient qui a été amélioré par l'administration de ruxolitinib. Pour la dernière partie de ce sujet, le profil de tolérance des inhibiteurs de JAK, notamment les déficits secondaires induits par ces thérapeutiques, puisque comme on l'a vu au début, ces voies de signalisation sont impliquées dans la défense antimicrobienne. Donc, dans les déficits immunitaires primitifs, bien évidemment, il y a peu de recul. On peut reprendre ce qui a été présenté à la présentation orale du groupe IEWP, les données de sécurité qui
sur les 33 patients stade 1, gain de fonction et stade 3. On peut voir que dans la moitié des cas, il n'y a pas d'effet indésirable rapporté, qu'il y a quelques cas d'infection, mais c'est difficile de faire la part entre ce qui est lié à la maladie elle-même et à la thérapie. À noter des cas de cytopénie et d'élévation des enzymes hépatiques, une perte de poids, et les symptômes neurologiques qui sont cités en fait étaient des symptômes bénins à type de vertige, de sueur. On peut voir qu'avec la durée l'augmentation de la durée d'utilisation du ruxolitinib, les effets indésirables se majorent, mais restent quand même une part peu importante. Enfin, les effets indésirables sont plus connus dans le domaine dans l'indication de rhumatologie. Ce qui a été repris lors d'une session plénière de Kevin Winstrop, on en a sorti quelques points. Concernant déjà les infections sévères et tofacitinib, selon les études, cela semble comparable aux biothérapies. Ensuite, il était cité une autre étude qui s'intéressait aux infections opportunistes et tofacitinib. Sur à peu près 5000 patients, on rapportait une soixantaine de cas d'infections opportunistes, dont une petite moitié de tuberculose, mais qui était essentiellement dans des pays au risque de tuberculose. Il y avait 2 cas vraiment anecdotiques de pneumocystose, quelques cas de candidose et un petit drapeau rouge sur l'infection à le zona, avec une étude comparative par rapport au risque de réactivation du zona par rapport aux autres biothérapies. Et donc en effet, pour le tofacitinib, on a un risque accru de réactivation du zona. Par la suite, dans le cadre d'une étude post-hoc, on regardait la réactivation le risque de réactivation de l'hépatite B chez 300 patients avec une infection ancienne à hépatite B. Et donc, on observait 12% de réplication, mais sans impact clinique ou biologique, pas de recours à un traitement antiviral. Pour finir, plus d'actualité, infection à coronavirus et inhibiteur de JAK. Il y a une grosse étude qui rapporte 500 cas de patients ayant contracté le coronavirus et étant traités par des inhibiteurs de JAK. Par rapport aux autres biothérapies, on a l'impression qu'ils rapportent des infections plus sévères avec plus d'hospitalisation, plus de décès, plus de recours à la ventilation. Avec le rituximab également. Merci Marion. Je vais me charger de la conclusion. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a été clairement rappelé que cette signalisation de JAK-STAT est un médiateur central, comme je vous l'ai montré, de plusieurs fonctions cellulaires essentielles et responsable effectivement de nombreuses pathologies dits immunitaires. Si on regarde les inhibiteurs de la voie de JAK-STAT, et notamment des inhibiteurs de JAK, les indications actuelles sont grandissantes, avec de nombreux essais en cours dans les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes, et également dans des déficits immunitaires, principalement gain de fonction, mais on l'a vu également possiblement perte de fonction. Si on s'intéresse au profil de tolérance, étonnamment, il est effectivement plutôt acceptable, avec des données rassurantes, malgré qu'elles soient peu importantes, notamment dans les déficits immunitaires, avec un surrisque effectivement aux réactivations du VZV, qui est à souligner et à prendre en compte, notamment chez effectivement des patients qui ont déjà présenté des infections à zona. Alors, pour conclure, les perspectives sont effectivement de continuer d'étudier ces voies de signalisation et probablement l'identification à venir de nouvelles pathologies associées à cette dysfonction, que ce soit des pathologies avec des anomalies acquises ou germinales, des nouvelles indications des inhibiteurs existants avec tous les essais qui sont en cours, mais également des nouvelles cibles, puisqu'il y a des nouveaux inhibiteurs de la voie de JAK-STAT en cours de développement. Ces inhibiteurs peuvent être soit plus ciblés, avec notamment des inhibiteurs sélectifs de JAK1, JAK2 pour éviter effectivement d'avoir des effets secondaires sur effectivement des autres voies, enfin des autres éléments de cette voie. Au contraire, le développement d'inhibiteurs de JAK associés avec des effets off-target et notamment des inhibiteurs de JAK, FLT3 dans certaines pathologies. Et enfin, le développement récent et en cours d'étude des inhibiteurs de STAT
qui pour le moment sont peu employés, mais qui pourraient effectivement être intéressants, notamment dans la cancérologie, enfin en tout cas les tumeurs solides, où les inhibiteurs de JAK sont peu efficaces et plutôt décevants. Et je vous remercie donc de votre attention et merci Marion. Merci beaucoup pour ce panorama assez large des inhibiteurs de JAK. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. Moi, j'ai une petite question pour vous deux. Donc, il y a effectivement une espèce de warning pour le zona. Est-ce que, puisqu'il y a des patients, les patients qui sont rapportés, je crois, été traités pour des maladies rhumatismales, est-ce qu'on a une idée de l'âge des patients qui sont traités dans cette étude-là? Est-ce que vous avez regardé ça? Non, pas. On n'y a pas. Non, parce qu'en fait, on n'a pas l'impression que le zona devienne, enfin, soit un risque chez les patients qui ont un déficit immunitaire primitif et qui sont traités par inhibiteurs de JAK. Donc, je me demandais s'il y avait un effet âge important. Il y a un effet âge, c'est un facteur de risque qui ressort, effectivement. Mais Et donc, les rhumatologues conseillent de faire une vaccination anti-VZV quand on commence un inhibiteur de JAK? C'était pas clairement exprimé, effectivement. Non, c'était pas clairement exprimé sur les... Et c'est un fort pourcentage de zona? Le surrisque est assez évident, selon les études, effectivement. J'ai plus le pourcentage en tête, mais effectivement, le risque est clairement évident, notamment chez des patients qui ont déjà fait une infection à zona, où là, c'est un pourcentage très important. Mais j'ai pas le pourcentage exact. Donc ça justifierait peut-être soit de vacciner, qui soit d'une pas simple parce que c'est un vaccin vivant, mais en France en tout cas actuellement. Sur la cohorte, sur les infections opportunistes, sur les 5000 patients, il n'y avait que 8 cas de oui, donc c'est expression. D'accord, c'est moins... c'est un cas pour...